Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu voir mon talk. Ça a été annoncé lundi que je remplace quelqu'un finalement qui n'a pas pu faire son talk. Et donc, on va parler documentation. Alors, il y en a qui ont vu la dernière trilogie Star Wars et qui l'ont aimé ou pas? Ah, une personne. Ah, deux, trois. C'est la seule ref où j'ai vu des livres. Je me suis dit, j'ai essayé de garder le thème Star Wars, mais j'ai pas vu beaucoup de scènes où il y avait des livres. Mais bon, voilà, c'est la seule truc. Je suis désolé. Donc, je sais pas si vous avez pu le constater sur vos projets, mais généralement, si vous avez pu travailler sur plusieurs projets, il y a un petit. Donc, si vous avez la chance d'avoir de la documentation dessus, souvent, elle n'a pas la même organisation, elle n'a pas la même structure, et on s'y retrouve pas forcément facilement. Et vous avez peut-être déjà même pu participer à des réunions où vous allez vous dire ok, on s'y retrouve pas et finalement on va restructurer la doc et tout le monde a son opinion, tout le monde a son mot à dire dessus et c'est jamais simple et on ressort de là avec une organisation, une structure et finalement ça ira pas dans le futur aux prochaines équipes. Et donc partant de ce constat, je me suis demandé s'il n'existait pas un template, donc une structure qui existait et qui suffisait de remplir. Parce que finalement, sur nos projets, même si on fait du back, du front, de la base de données ou ce genre de composants, on retrouve toujours un peu la même chose sur nos projets. Et donc, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un template qui existait qui s'appelait ARC42. Donc ARC42, c'est un template open source qui a été créé par deux Allemands, Gernot Stark et Peter Ruschka. Et donc, c'est un template qui permet de décrire une architecture logicielle, ou architecture applicative. Donc, c'est clairement de la documentation technique. Donc, c'est disponible sous plein de formats différents. Donc, vous allez pouvoir l'avoir sous format Word, Markdown, LaTeX, Confluence, etc. Mais ce qui est quand même important, c'est que la source qu'il propose, c'est du format ASCII-Doc. Donc, ASCII-Doc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme du Markdown, on va dire. Et donc ça, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup déjà, la doc as code. Pourquoi c'est sympa pour nous les devs? C'est que votre doc, vous allez pouvoir la versionner sur votre repo Git. Vous allez pouvoir faire des merge requests ou des pull requests, donc vous allez pouvoir faire de la review aussi sur vos documentations. Et à partir de cette source en ASCII-Doc, vous allez pouvoir générer tout un tas de formats différents derrière. Voire même, nous, souvent, ce qu'on a, on travaille pour plusieurs clients, mais ils ont souvent des Confluence. Il y a aussi, à partir d'ASCII-Doc, vous pouvez publier dans du Confluence, et vous avez une seule source de données à maintenir. Et pour info, cette presse, elle est faite en ASCII-Doc aussi. Donc, ça ressemble à quoi? ARC42, ça ressemble à ça. Donc, quand vous allez sur le repo, déjà, on peut voir que c'est disponible sous plusieurs formats, plusieurs langues différentes. Et donc, il y a 12 parties. Donc, vous voyez, il y a 12 parties, un petit peu de conf, mais ça, on s'en fiche. Mais c'est 12 parties en ASCII-Doc. Et chacune de ces parties va nous guider sur 3 aspects à chaque fois. On va avoir le contenu. Qu'est-ce qu'il faut documenter dans cette partie? Donc, ça va nous expliquer ce qu'il faut documenter. La motivation, pourquoi il faut documenter cette partie et pour qui aussi il faut le faire. Et enfin, la représentation. Ça va nous guider sur, par exemple, sur cette partie, il faut plutôt faire un schéma, sur cette partie, il faut plutôt être bref et mettre des listes à puces, etc. Donc, c'est très détaillé. Donc, durant ce talk, je vous propose d'appliquer de manière simple ce template sur un projet fictif. Et pour nous aider à remplir un peu les 12 parties qu'on vient de voir, je vais vous présenter des outils open source de génération de documentation. Donc je me présente, je suis Damien Lucas, je suis tech lead archi applicatif en fonction des projets sur lesquels j'interviens. Ça fait donc une quinzaine d'années que je suis dans le milieu et 11 ans chez OnePoint à Bordeaux. Je vous mets mon GitHub, vous retrouverez les slides, tous les outils évoqués durant le talk aussi. Vous allez voir, je vais vraiment vous en présenter beaucoup. Donc vous allez avoir la liste par ordre chronologique d'apparition, on va dire. Et pour ceux que je vais montrer également, il y a un readme explicatif de comment les installer ou comment les utiliser. Moi, je vais vraiment vous montrer ce qu'on peut en tirer. Je ne vais pas vous parler de comment on l'installe, etc. Mais croyez-moi, ils sont simples à utiliser. Donc, on prend une application un peu standard
Et vu que c'est un peu ça va bientôt arriver, on dit que c'est la billetterie des JO 2024. Donc là, on a quoi? On a une IHM qui communique avec une API via un contrat d'interface entre les deux, et l'API, elle accède à une base de données. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de, je pense, de plutôt classique, on va dire. Donc je vous l'ai dit, ce serait trop long d'appliquer le template, vraiment, parce qu'il est très exhaustif, hein, vous allez voir, enfin vous le verrez. Mais on va aller à l'essentiel, et je vais prendre des exemples simples pour illustrer un peu tout ce que je vous ai dit. Et donc pour les outils, ils sont bien documentés, c'est open source, ils sont tous disponibles avec une CLI ou un Docker. Donc vous pouvez les intégrer dans votre CI sans problème et en profiter. Donc on commence par la première partie, introduction et objectifs. Dedans, Arc42 nous dit qu'il faut mettre les objectifs et contexte du projet. Donc là, on est sur une vue très haut niveau du système qu'on va documenter. On va décrire les grandes fonctionnalités et donc pour notre application de billetterie fictive, qu'est-ce que ça donnerait? Par exemple, les deux grandes fonctionnalités, ce serait d'acheter des places pour les JO et télécharger les billets achetés. Plutôt simple. Il propose aussi de mettre les liens vers toute la documentation existante. Donc tout ce que vous avez déjà, parce qu'à mon avis, vous avez déjà des bribes de documentation, vous pouvez les mettre dans cette partie-là. Donc vous allez pouvoir recenser toutes les maquettes, par exemple, de votre application, les spécifications fonctionnelles, la documentation de référence de l'API REST. Et donc pour ça, je vais vous présenter un premier outil. Donc ça tombe bien, notre API des JO, elle a un contrat d'interface. Donc les contrats d'interface, là on va parler d'OpenAPI parce que c'est un des plus populaires, mais il y en a d'autres, hein, il y a Blueprint, Ramel, etc. Donc c'est le plus populaire, donc c'est pour ça que je l'ai pris en exemple. Donc un contrat d'interface, c'est quoi? C'est un document, c'est une spécification, format JSON, qui va décrire le comportement, ou en tout cas décrire vos différents endpoints, verbes HTTP, retours, etc. de votre API REST. Donc, à partir de ce contrat d'interface, déjà, il y a des outils qui permettent de générer de l'ASCII doc. Donc, vous allez, le plus connu, OpenAPI Generator, donc ça va vraiment générer des points ASCII doc, des points ad hoc, que vous allez pouvoir intégrer dans le template Arc42. Donc, tout est en ASCII doc, donc c'est simple, il y a des inclusions de pages, hein, ça se fait simplement. Personnellement, j'aime pas trop ça parce que c'est un peu moche. Le rendu, faut se le dire, hein, c'est un peu moche, c'est pas très sympa à parcourir derrière. Je vais plutôt vous parler de la génération de sites statiques. Donc ça vous parle peut-être un peu plus. Donc OpenAPI Generator, il permet de le faire. Et on a aussi Redoc qui est assez populaire. D'autant plus que, je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières versions d'IntelliJ, quand vous ouvrez un contrat, un OpenAPI spécification, c'est une interface Redoc maintenant, un onglet Redoc qui s'affiche dans IntelliJ. Et il permet de parcourir l'API. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est bon niveau zoom, ça, c'est bon, ok. Donc là vous voyez, donc j'ai mon contrat d'interface, j'ai utilisé OpenAPI Generator et ça m'a généré ce site statique. Et donc là déjà c'est un peu plus sympa pour parcourir notre API, pour voir un peu ce qu'il y a. Donc on voit comment c'est réparti, il y a la gestion des users, la gestion des événements, etc. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour différents endpoints, par exemple, créer un utilisateur, on va voir ce qu'il faut utiliser, on a des bouts de code potentiellement à récupérer pour faire des tests, on voit les retours, etc. Là, les retours HTTP. Je vais vous montrer maintenant l'interface Redoc. Donc, personnellement, je préfère, elle est beaucoup plus sympa à mon goût. Donc, il y a trois volets. On va retrouver, encore une fois, toutes les informations. Donc, ça, c'est les informations générales sur notre API. Et ici, donc, on voit, c'est encore réparti comme on l'a vu précédemment. Et donc, si je prends par exemple la réservation, on va voir directement toutes les informations nécessaires pour appeler notre API. Et à droite, il y a la possibilité aussi de tester l'API en live si besoin. Donc ça, c'est une manière. Donc ça, vous pouvez générer ce site statique. Ensuite, vous l'hébergez sur du statique. Je sais pas, je connais pas votre infra sur des GitHub Pages ou autre. Et encore une fois, vous pouvez dans Arc42, cette première partie, vous allez pouvoir pointer sur cette documentation de référence de votre API. Donc si vous me dites, ok, c'est bien, mais j'ai pas de contrat d'interface moi sur mon API.
Alors il y a des logiciels, enfin il y a des outils open source qui permettent de générer des contraintes d'interface. Donc venant du monde Java Spring plutôt, moi je vais évoquer SpringDoc. Donc SpringDoc, vous l'installez, donc c'est une dépendance Maven. Et il va faire de l'analyse statique de votre code. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu Spring, il va parcourir les contrôleurs et il va récupérer toutes les informations, donc les verbes utilisés, les retours, etc. Et donc, ces outils-là, comme SpringDoc, ils permettent aussi de documenter. Parce que ça va pas, tout ce qui était en français un peu qu'on a vu, créer un user, etc. Il faut vraiment l'écrire. Et donc, SpringDoc propose des annotations pour ajouter ces informations-là dans votre code. Donc, si vous faites pas de Java, bien sûr, c'est dispo dans tous les langages, on va dire, .NET, Node.js, etc. Vous pouvez, c'est de l'analyse statique, donc de code. Donc, vous pouvez derrière générer du contrat d'interface sans souci. Si vous n'avez pas d'API REST, et ben là, on va retourner sur de la documentation un peu old school ou pas. Donc du Javadoc, de la JSDoc. Je vais évoquer ASCII Doclet, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est pour un peu pimper la Javadoc, parce que la Javadoc, elle a sa propre manière d'écrire, on va dire, de l'écrire. Et donc ASCII Doclet permet d'écrire de la Javadoc en ASCII Doc. Et là, récemment, avec Java 23 qui sort, il y a une JEP 467 qui sort, et maintenant on va pouvoir directement écrire de la Javadoc avec du Markdown. Donc ça, c'est une fonctionnalité plutôt sympa. Donc je dis pas qu'il faut faire de la Javadoc ou de la JSDoc sur vos projets. Ça, généralement, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a, ils vont vous dire, il faut mettre les informations fonctionnelles ou métiers au plus proche de votre code. Et il y en a, ils vont vous dire, oui, mais ça pollue votre code. Donc là, c'est des choix d'équipe, c'est à vous de voir. Mais sachez qu'il est possible. Si vous le mettez dans votre code, il est possible, encore une fois, avec c'est de l'analyse statique, d'aller récupérer toutes ces informations et générer des choses. Donc c'était notre première partie. Donc la deuxième partie d'Arc 42 propose de décrire les contraintes d'architecture. Donc ça va être les contraintes techniques organisationnelles et aussi les conventions, vos conventions sur votre projet. Donc là, par exemple, on pourrait dire l'application doit être compatible Firefox, Edge, Chrome. Bon, c'est des exemples plutôt simples. L'application doit être déployée sur un serveur Tomcat. Le client peut aussi vous dire, nous, on paye des licences Oracle, il faut absolument utiliser Oracle. Donc, c'est des contraintes qu'il va falloir prendre en compte lors de vos décisions d'architecture. Et donc, c'est ici qu'on va les retrouver. Et donc, niveau convention de code, nommage, commit, etc., on va tout mettre ici. Ça, cette partie, c'est très intéressant. Alors, ça ne va pas remplacer un guide du nouvel arrivant, mais par contre, c'est hyper intéressant de donner cette partie-là à une personne qui arrive dans l'équipe et au moins va avoir toutes les conventions au même endroit et ça ne sera pas éparpillé un peu partout dans votre doc. La partie 3, c'est la contexte et périmètre du système. Donc, on va commencer à décrire notre architecture, notre système. Ça reste une vue très macro. On va voir aussi les interfaces externes avec notre système et les différentes parties prenantes. La représentation conseillée, c'est un diagramme de contexte. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est plutôt sympa parce que c'est compréhensible par des non-techniciens. Généralement, c'est vraiment big picture. On amène ça en réunion avec des MOA, des PO, etc. Et on voit très bien les différentes parties prenantes de notre système. Donc pour faire des diagrammes d'architecture, il y a plein d'outils, vraiment beaucoup. Visio pour ceux qui aiment bien, Draw.io. Mais selon moi, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients à ces outils. Et donc je vais vous parler de ces 4 modèles. Donc ces 4 modèles, c'était créé par Simon Brown il y a une quinzaine d'années déjà. Et pourquoi j'aime ça? C'est parce qu'en fait, il y a des outils qui vont permettre de faire du diagramme as code. Donc comme je vous l'ai dit, la doc as code, c'est souvent, on aime bien nous les devs, le diagramme as code aussi, parce qu'on va pouvoir le versionner, faire des merge requests, des pull requests, voilà. Et on va encore une fois, à partir d'une source de données, on va pouvoir générer derrière des diagrammes, et ce ne sera pas à nous de le faire sur ces outils comme Draw.io ou Visio, ça va se générer tout seul, on va dire. Donc ces 4, ça permet de générer 4 niveaux d'abstraction. Enfin, ça permet de voir notre système sous 4 niveaux d'abstraction. Je vais vous présenter que le premier, et plus tard dans la conf, je vous présenterai les 3 autres. Donc on reste sur le premier niveau, donc ça ressemble à ça. Donc
on va avoir, dans notre exemple, on va avoir notre système de billetterie en bleu, et donc on voit directement les interfaces externes. On a un système de paiement et un système de messagerie en gris, et notre client qui interagit aussi avec ce système. Donc ça, je l'ai généré donc, avec du plan UML. Donc c'est la partie de droite. Donc vous voyez, c'est plutôt simple. On va, grosso modo, on va définir nos 4 boîtes. En haut, là, personne, système, système ext. Et ensuite, on va décrire les relations entre nos boîtes. Donc ça, c'est fait en plan UML. Et donc, c'est aussi très bien intégré dans les IDE. Il y a plein de plugins, IntelliJ, VS Code, qui permettent de vous écrivez ce bout de code, là, on va dire, et ensuite, ça génère directement dans votre IDE. Et encore une fois, il y a des outils qui permettent de le faire sur votre CI sans problème. Quatrième partie d'Arc 42, stratégie de solution. Dedans, on va mettre les décisions fondamentales façonnant l'architecture du système. Donc là, je ferai un exemple très simple. Donc, il conseille de mettre juste liste à puces avec des liens vers des études beaucoup plus complètes. Mais par exemple, pour notre site, on s'attend à avoir un fort trafic à l'ouverture de la billetterie. Et donc, par exemple, on s'est dit, on va mettre une file d'attente à l'achat. Donc voilà, c'est un exemple. Ensuite, partie 5, la vue en boîte. Donc là, on va décomposer le système en boîte avec plusieurs niveaux d'abstraction. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai présenté le premier, la vue système, et maintenant, je vais vous présenter les 3 autres. Alors c'est petit, je sais que vous n'allez pas le voir, mais c'est pas le propos. Là, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que je vous ai montré cette partie-là, donc la vue système. Donc c'est la vue contexte, contexte système dans ces 4. La deuxième, c'est la vue container. Donc l'idée, c'est de dire, ok, je vais zoomer sur ma boîte qui représente mon système pour décrire ce qu'ils appellent les conteneurs dedans. Donc c'est pas conteneur au sens Docker forcément, mais c'est conteneur au sens unité déployable, on va dire. Donc là, on voit les différentes relations, et encore une fois, on va pouvoir zoomer sur un conteneur pour avoir la vue composant. Donc là, on s'approche plus, typiquement pour ceux qui ont fait un peu de Spring, on va voir les contrôleurs, nos différents services, etc. Et le dernier niveau, c'est du diagramme de classe. Parce qu'une fois qu'on a notre composant, si on zoome dedans, ça peut être que le niveau classe. Donc il y a quand même une problématique C4 qui est plutôt liée à l'écriture en plan UML. Je m'explique, il y a de la redondance d'informations. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais vous voyez, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a un système de paiement, par exemple. En fait, le système de paiement, je vais le décrire une fois dans cette vue, une fois ici et une fois ici. Donc concrètement, vous allez avoir 3 fichiers plan UML avec à chaque fois le système de paiement. Et s'il y a, pour une raison X ou Y, vous en changez, vous avez besoin de modifier la description ou de le remplacer, vous êtes obligé de reparcourir l'ensemble de vos diagrammes pour aller répercuter l'information. Et ça, généralement, on n'aime pas la redondance d'informations dans notre vie quotidienne. Et un deuxième souci lié au diagramme ASCODE, et donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé, mais c'est quand il commence à avoir trop de boîtes. C'est vraiment horrible en fait d'utiliser, de générer du diagramme avec quand il y a trop de boîtes, parce qu'on va commencer, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais dans ces 4, quand UML, il y a moyen d'interagir sur les layouts, et donc on va dire cette boîte-là, je l'avais en dessous de l'autre, et ensuite cette boîte-là, je l'avais à côté, etc. Et en fait, ça fait pas forcément ce qu'on veut, parce que derrière il y a un algo, et souvent ça fait des trucs très très moches. Et on passe plus de temps à gérer le layout que de gérer l'information qu'on voulait montrer, quoi. Et donc, je vais vous proposer je vais introduire un deuxième outil qui s'appelle Structurizer. Ah, je me suis trompé. Donc Structurizer, ça a été également créé par Simon Brown, donc la même personne qui a créé C4, et ça résout ces 2 problèmes. Donc, Structurizer, c'est quoi? C'est un DSL, un Domain Specific Language, qu'il a créé. Et donc, ça ressemble à ça. Vraiment très brièvement, donc on a un workspace qui contient un modèle et des vues. Donc, le workspace, il faut le voir comme votre projet, votre système que vous voulez décrire. Dans votre modèle, vous allez décrire, on commence à décrire nos boîtes. Vous avez vu les boîtes tout à l'heure qu'on a vues, en fait, on va les décrire dans le modèle. Donc là, si je reprends l'exemple, on a notre client, notre système de billetterie. Notre système de billetterie, il a les fameux conteneurs. Et si on zoome encore un peu, on va, dans notre conteneur, décrire les différents composants.
Donc là, on décrit nos boîtes. Ensuite, en dessous, on va décrire nos relations entre nos boîtes. Et enfin, on va avoir la partie vue. Et donc là, on va dire, donc c'est vraiment totalement décorrélé, et on va dire, OK, qu'est-ce que je veux observer maintenant sur ce que je viens de décrire? Qu'est-ce que je veux observer? Qu'est-ce que je veux retirer comme information? Et donc, je vais vous faire une petite démo de l'outil. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est assez zoomé ou pas? Au fond? Ouais, c'est bon, OK. Donc là, je vous l'ai dit, donc là, je l'ai écrit, hein, bien sûr, tout est déjà fait, donc c'est un peu verbeux, bien sûr. Donc on a notre modèle, là on a nos 3 grosses boîtes, le client, le paiement, le mail. Et donc là, donc je vais faire le rendering. Et donc là, le système de billetterie, on le voit ici. Donc c'est exactement le même diagramme que je vous ai montré dans une slide, mais il a été généré cette fois-ci non pas à partir du Pent-UML, mais à partir de Structurizer, du DSL. Et donc, on a décrit toutes nos boîtes. Ensuite, on décrit les relations. Ça, je vous en parle après. Et donc ensuite, on a nos vues. Et donc là, on en a 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est les vues qu'on va retrouver ici. Donc si maintenant, je lui demande la vue container, alors là, elle est moche, parce qu'en fait, je lui ai dit, ne fais pas l'auto-layout, donc parce que je vais vouloir le faire moi-même. Donc là, je lui demande de faire l'auto-layout. Voilà. Donc si je lui dis de ne pas faire l'auto-layout, je vais pouvoir positionner moi-même les boîtes comme bon me semble. Et là où encore il y a un avantage, c'est que en réalité, c'est stocké dans un fichier JSON qui est complètement décorrélé du fichier que je vous ai montré avec le workspace. Donc vous, ce que vous avez à maintenir, c'est le workspace, c'est là votre source de données, c'est ça que vous allez versionner, le JSON aussi vous allez versionner, vous allez faire des MR là-dessus, des MR ou des PR là-dessus. Et donc toute la partie j'affiche, parce que c'est pareil, on peut changer les couleurs, etc. Il y a d'autres trucs, on peut mettre des icônes, etc. Tout ça, c'est fait dans un JSON à côté et ça vient pas polluer notre workspace. Donc ça, c'est la première chose sympa. Donc je vous ai dit, ça permet de résoudre 2 problèmes. Le problème de redondance d'information. Donc là, vous voyez, je suis sur la vue conteneur, j'ai mes 2 boîtes grises là. Elles ont bien été définies qu'une seule fois. La boîte paiement et la boîte mail, je l'ai uniquement mis ici. Et derrière, c'est le fait de faire mes relations sur ces boîtes-là qui font que même sur le diagramme de composants, alors le diagramme de composants non, mais sur le diagramme contexte ou système, ou container, on a vraiment, il n'y a plus de redondance d'information. J'ai décrit ma boîte une seule fois et c'est tout. La deuxième chose, c'est que le diagramme, il est dynamique. Donc là, on voit, il propose une petite loupe parce qu'il sait qu'on a décrit l'intérieur de notre système de billetterie. Donc ça, c'est la partie sympa où vous allez pouvoir vraiment naviguer dans vos schémas via ce principe de loupe. Et donc pour le moment, c'est tout ce que je vais vous montrer. On reviendra, je vais vous remontrer un autre truc un tout petit peu plus tard dans la démo. Hop. Ok. Donc là, on a vu comment décrire nos boîtes et les différents niveaux d'abstraction. Je vais vous montrer un autre outil qui permet de faire un peu la même chose pour des front-end. Donc je vais vous parler de Compodoc. Compodoc, ça a été créé par Vincent Globlinski en 2016. C'est disponible uniquement sur les projets Angular, Stencil et Nest.js. Et donc il suffit d'ajouter une dépendance NPM et encore une fois, ça va faire de l'analyse statique et je vais vous montrer ce que ça peut produire. Donc là, je l'ai fait sur un front-end Angular. Donc il va récupérer les informations de votre README. Donc là, je vous montre comment ce petit site statique il a été généré par Compodoc. C'est cette ligne-là, vous voyez, c'est très très simple. Et donc, il va générer ce type de schéma. Donc là, vous voyez, on va avoir. C'est pour ça que je disais, c'est pas réellement du C4 parce que le C4, on a la vue composant classe. Là, on est un peu vraiment à mi-chemin entre les deux, parce qu'on pourrait dire qu'un module s'apparente à un composant, et les classes, ce serait plutôt ce qu'on voit là, les services, les intercepteurs, etc. Bon, en tout cas, ça permet de voir vraiment une cartographie de votre front-end déjà, ou si vous faites du Nest.js, de votre back-end.
Donc là, encore une fois, s'il y a trop de choses à montrer, vous allez pouvoir aller voir directement vos modules et donc avoir des schémas plus petits. Ça se base aussi donc sur de la JSDoc. Donc là, si je prends, il y a de la JSDoc qui est peut-être dans un guard, non, ou dans l'inter. Je ne sais plus où j'en ai mis un, peut-être ici. Voilà. Donc là, vous voyez, dans ce pipe, on a mis une description, un usage, un exemple. Donc là, on a mis de la JSDoc, et encore une fois, Compodoc, il est venu le récupérer et il vous l'affiche de manière plutôt sympa dans ce site statique. Et dernier truc que j'aime plutôt bien, c'est la partie route aussi, où il va vous générer un diagramme. Donc là, j'ai pas beaucoup de niveau de profondeur dans mon front-end, hein, mais vous allez pouvoir aussi voir d'un coup d'œil un peu comment les différentes routes disposent sur votre front-end. Si vous n'aimez pas l'interface, en fait, il génère des SVG, donc vous pouvez prendre les SVG et vous les mettez dans votre ASCII doc, dans votre template ARC42 directement, et ça fait aussi le job. Donc si vous ne faites pas de l'Angular, donc du Vue, du React ou autre, j'ai pas trouvé d'outil clé en main qui permet vraiment de générer ce genre de site. Souvent, on va trouver des outils qui permettent de générer de la doc pour des composants, donc des composants React, des composants Vue. Alors ça pourrait s'expliquer sûrement par le fait que Angular propose vraiment un framework complet avec du routing, etc. Enfin tout un tas de choses. Et là où React ou Vue, c'est à vous plutôt de choisir les librairies avec lesquelles vous voulez travailler. Et donc l'écosystème il n'est pas stable et donc les outils d'analyse statique ne le sont pas non plus, quoi. Donc on repart sur ARC42, on va avoir la vue exécution. Donc la vue exécution, c'est le comportement concret des briques du système à travers des scénarios. Donc là, l'idée, c'est pas de détailler vraiment tous les cas d'utilisation de votre système, parce qu'il y en aurait trop. Ce qu'il faut faire, c'est les plus importants. C'est vraiment les plus importants. Donc on pourrait par exemple penser au scénario d'authentification. C'est absolument à mettre dans cette partie-là. Et donc ça permet de décrire aussi les interactions entre vos différents systèmes, entre vos différentes boîtes qu'on a vues. On peut aussi mettre les scénarios d'erreur et ce genre de choses, administration, le lancement des serveurs, le démarrage, redémarrage, etc. C'est dans cette vue exécution-là qu'on va retrouver toutes ces infos. Et donc il propose tout un tas de diagrammes, d'activités, de flux, de séquences. Donc là, j'ai pris un exemple, typiquement pour voir comment fonctionne notre système avec nos systèmes externes. On peut faire ce diagramme de séquence, qui est tout simple. Ça, je l'ai généré avec du Mermaid. Alors pourquoi je vous parle de Mermaid? Tout à l'heure, je vous ai parlé de PlantUML pour écrire du diagramme ASCODE. Mais PlantUML, il va vous falloir généralement un GraphViz ou un outil qui permet de générer vos diagrammes derrière. Donc ça se fait simplement, il faut l'installer sur votre CI ou quoi. Mais Mermaid, en fait, il est hyper bien intégré. En fait, vous prenez ce que j'ai écrit sur la droite, vous le mettez dans un fichier Markdown sur GitLab et il va vous le rendre en Mermaid directement. Donc en fait, c'est tous les outils GitLab, Bitbucket ou autres, c'est très simple, c'est très intégré en fait le Mermaid. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est pour des petits diagrammes, faire rapidement, c'est plutôt sympa. Et donc ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut aussi générer ce type de diagramme avec Structurizer. Donc c'est la partie que j'ai cachée ici. On va avoir une vue déploiement. Donc la vue déploiement, on va décrire, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'angle de déploiement. Voilà. Donc là vous voyez, alors non vous voyez peut-être pas, mais je vais vous le dire. Donc on voit que notre API REST en fait, elle est dans un Tomcat, elle est hébergée dans un Tomcat qui est lui-même dans un conteneur Docker, qui est lui-même sur une VM avec son IP, etc. On va voir aussi comment où est hébergée notre base de données. Donc là vous allez retrouver toutes les informations IP, tout ce qui est un peu réseau. Et encore une fois, vous voyez ici, on n'a fait uniquement décrire la partie infra avec VM, conteneur, Apache, etc. Et pour chaque instance, on lui a juste dit, ok, c'est quoi la brique logicielle, c'est quoi la brique logicielle qui est dessus. Et encore une fois, il n'y a aucune redondance d'informations. Vous voyez que là, on a juste dit que c'était la web application, il a été récupéré toutes les informations et il n'y a pas eu de redondance d'infos.
je vais vous montrer un autre truc que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure. C'était la partie, voilà, la partie billetterie. Quand je vous ai dit que si vous avez trop de boîtes à afficher, Structurizer propose aussi, à ce niveau-là, de faire, là si je remets par exemple une étoile, il va nous faire le diagramme de composants complet. Donc là, il y a beaucoup de choses, c'est peut-être pas forcément lisible. Et on vous dit, ok, il y a une étude d'impact à faire sur votre base de données. Ben, en fait, vous allez pouvoir demander tous les flux qui arrivent vers la base de données. Et donc pour ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est un système, donc encore une fois, c'est un DSL, donc il l'a fait comme ça. On demande les flux entrants sur la base, et d'un coup d'œil, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Include database. Ok, c'était sur lui. Et d'un coup d'œil, on va pouvoir faire notre étude d'impact assez rapidement. Là, je le refais. Et on peut aussi demander les flux sortants, etc. Il y a tout un système de tags aussi qu'on va pouvoir mettre sur nos boîtes. Et donc, vous pouvez taguer, je sais pas, les composants qui fonctionnent avec du Kafka. Et pareil, vous allez pouvoir demander, dans la partie vue, sors-moi tous les composants qui utilisent du Kafka, par exemple. Et donc, vous voyez là-haut, il y a tout un tas de... On peut exporter, encore une fois, vous pouvez exporter tous vos diagrammes au format SVG, PNG, etc. et les inclure dans votre documentation. Ok, donc maintenant, la vue déploiement, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Si vous êtes dans un environnement Kubernetes, par exemple, il y a aussi des outils qui existent, comme K8sviz, KubeView. En fait, vous les installez sur votre cluster, ils vont aller regarder ce qui se passe dans vos namespaces, et ils vont être capables de générer aussi des diagrammes de déploiement. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que du coup, ça vous permet de documenter assez rapidement votre vue déploiement. Pareil pour du Docker Compose. Il y a des outils qui existent, Docker Compose Diagram, Docker Compose Viz. Donc ils fonctionnent, ils ne sont pas forcément maintenus. Et c'est le moment où je vous rappelle que c'est de l'open source et que vous pouvez y contribuer. Il y a certains de ces outils qui sont présents sur cette slide-là qui ont carrément une roadmap. Ils connaissent leurs points faibles et ils disent OK, là par exemple on n'est pas fort sur ce truc-là, donc vous pouvez contribuer pour rajouter des fonctionnalités là-dessus. La partie 8, les concepts transversaux. Dedans, on va retrouver les principales directives transverses à l'application. C'est clairement la partie la plus grosse d'Arc 42 parce que c'est vraiment très hétérogène ce qu'on va retrouver dedans. On va pouvoir décrire comment fonctionne notre packaging, le déploiement, les patterns d'architecture qu'on utilise, les règles d'utilisation des dépendances. Donc voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses dans cette partie-là. J'ai mis quelques exemples. Et on va aussi pouvoir décrire notre modèle de données. Et donc, là-dessus, je vais vous présenter SchemaSpy. Donc SchemaSpy, c'est un outil qui va être capable cette fois-ci, d'aller générer de la documentation à partir de votre base de données. Donc on lui fournit une URL de connexion et il fait le job. Il va générer un site statique que je vais vous montrer. Il est compatible avec énormément de bases de données, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà à quoi ça ressemble, SchemaSpy. Donc rien d'extraordinaire à première vue. Là où il y a un intérêt, je trouve, c'est si vous utilisez les comments en SQL. Donc c'est pas du standard SQL, les comments. Le comment, mais par contre on l'a dans Oracle, dans Postgre. C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre un comment sur un peu tous les objets dans notre base de données. Vous allez pouvoir mettre un comment sur votre table, sur vos colonnes, sur les index, sur les relations, sur vraiment tous les objets. Et ce qui est plutôt cool, c'est que on va les retrouver, SchemaSpy, il est capable d'aller les retranscrire et de vous les afficher ici. Donc ça, c'est sympa parce que si vous mettez des commentaires sur vraiment tous vos objets en base de données, fonctionnellement, hein, vous allez, comme là je l'ai mis avec des trucs plutôt simples, du coup vous allez pouvoir exploiter vraiment toutes ces informations-là de manière plutôt simple, quoi, sans être obligé d'aller ouvrir un outil. Donc il y a ça permet de voir différentes choses. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est la partie, alors si je reprends, la partie relation. Donc ça tout le monde, tous les IDE savent le faire. Enfin, générer un gros diagramme de votre modèle de données, ça c'est plutôt simple à faire. Par contre, encore une fois, si vous avez 50 tables, c'est plus du tout exploitable et c'est pas cool. Et donc je vais vous montrer dans la partie table.
En fait, si vous prenez une de vos tables, il est capable de générer aussi les relations de premier niveau ou même les relations de nos relations. Donc encore une fois, vous avez une étude d'impact, vous n'avez pas le gros diagramme à zoomer ou chercher votre table, vous allez directement dessus et vous pouvez voir un peu à 2 niveaux ce qui se passe autour de cette table. Et encore une fois, si vous n'aimez pas l'interface, l'outil génère des SVG ou des PNG, donc c'est très bien normé comme nom de fichier, donc vous pouvez les inclure dans votre ASCII doc et en profiter sans passer par cette interface. Et un petit mot aussi je suis en train de tester un autre outil qui s'appelle Azimut en ce moment, qui a été créé par un ancien archi de Doctolib. Donc il a fait une conf à Devox pour présenter l'outil, mais grosso modo il est arrivé chez Doctolib il y avait un modèle de données avec 800 tables et il avait du mal à se repérer dedans, et donc il a commencé à développer Azimut en side project et qui finalement il l'utilise, et donc maintenant voilà, c'est open source, bien sûr il y a des fonctionnalités payantes, donc je suis en train quand même de l'utiliser parce qu'il propose des fonctionnalités plutôt prometteuses. Potentiellement, ils injectent un peu de l'IA pour voir les requêtes qui se font sur la base de données, pour potentiellement les réécrire ou profiter des index ou ce genre de trucs si vraiment il y a des requêtes qui sont mal faites, etc. Bon, ça va un peu plus loin qu'uniquement ce que je vous présente là, quoi. C'était la petite aparté. Donc ensuite, les décisions d'architecture. Donc là, on va mettre les décisions architecturales significatives. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour retracer les décisions. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé sur un projet et vous dites mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils sont partis sur une base de données de documents alors qu'on aurait dûu faire... Bon, en fait, c'est hyper bien. Et donc on pense naturellement aux ADR, Architecture Decision Record, où voilà, on a une problématique, on se met autour de la table, on en discute, on trouve une solution, on la POC, et si c'est OK, on la met en prod. C'est écrit. Si c'est pas OK, on écrit aussi dans l'ADR pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et comme ça, quand il y aura eu le turnover au bout de 1 ou 2 ans sur votre projet, les gens ils auront toute une liste d'ADR avec potentiellement des choix, les choix qui ont été faits à l'époque. Donc il y a différentes manières de représenter un ADR. Là, j'ai pris quelque chose de simple. Le contexte, on explique le problème constaté, la décision, et enfin le statut. Qu'est-ce qu'on a fait de cet ADR? Donc c'est quelque chose qui vit, hein, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez être en phase de POC, et ensuite c'est KO, c'est OK. Du coup, vous allez mettre à jour votre ADR, et voilà. Donc là, dans mon repo que je vous ai mis en début de conf et que je remettrai en fin de conf, il y a un lien GitHub. Il y a une personne qui maintient tout un tas d'ADR, vraiment, il a des dizaines et des dizaines de représentations différentes d'un ADR. Donc je vous l'ai mis dans mon GitHub. Les critères de qualité. Donc on touche bientôt à la fin de ARC 42. Donc les critères de qualité, et les cas d'utilisation permettant de les évaluer. Donc là, souvent, c'est le truc un peu. Souvent on dit les PO, oui, il faut que ce soit performant, il faut que ce soit, voilà, il faut que ça fasse un peu de la magie. Donc là, il faut que ce soit performant, il faut que ce soit sécurisé, etc. Donc souvent c'est parfois vague et générique. Et là où ARC 42 vraiment nous incite à les relier à des scénarios concrets. Donc je m'explique, par exemple, on dit ok, il faut que ce soit performant, on va dire il faut que notre billetterie puisse gérer au moins 10 000 transactions simultanées lors de la vente de billets tout en répondant aux utilisateurs en moins d'1 seconde. Donc ça, c'est du concret. Vous allez pouvoir mettre en place des tirs de perf pour viser cet objectif. Et une fois que c'est en place, vous savez que en fonction de vos différents devs, si vous faites des régressions ou quoi, vous avez ça qui est un peu votre garde-fou. Et voilà, là, ce qui est intéressant vraiment, c'est de dire, ok, les PO, ils ont des critères de qualité potentiellement, mais il faut derrière que ce soit du concret, quoi. Donc moi personnellement je la remplis pas énormément souvent. Alors je fais beaucoup de maintenance sur des projets de maintenance, hein. J'ai été amené à travailler là-dessus et souvent il n'y a plus trop de critères de qualité, on récupère quelque chose et on essaie de l'améliorer comme on peut, mais je veux dire on n'a plus accès aux personnes potentiellement qui avaient pris les décisions au début. Et encore une fois, c'est le moment où je dis c'est un template, piochez ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir d'un coup, faut faire votre marché là-dedans, quoi. Risques et dettes techniques, la partie 11. Donc là, c'est les risques que vous aurez identifiés ou la dette technique. Donc là, j'ai mis des exemples un peu bateaux. Dépendance à des services tiers avec risque de panne. Donc le service de paiement, il tombe. Ok, c'est un risque. Il est écrit.
Et quand on a besoin de prendre des décisions d'architecture, on saura à quoi s'en tenir. Mise à l'échelle insuffisante pour gérer le trafic. La dette technique, bon là j'ai mis des exemples, absence de test, duplication de code. En fait, on pourrait limite mettre un lien Sonar ou un export de Sonar parce que on verrait notre dette technique. Donc là, c'est à vous de voir aussi, mais ça permet de remplir cette partie rapidement. Et enfin, le glossaire, donc la dernière partie, on va recenser les termes techniques et métiers importants. Donc là, on parle, ça rejoint un peu le DDD, l'Ubiquitous Language. On peut aussi mettre toutes les traductions de référence si vous êtes dans une application multilingue. Cette partie, c'est sympa. Donc là, j'ai mis par exemple un terme métier, qu'est-ce qu'un billet, et un truc un peu plus technique, qu'est-ce qu'une API de paiement. Donc il est possible de générer des glossaires. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu une conf de Cyril Martrer ou qui ont lu son livre Living Documentation. Au tout début, je vous parlais de la Javadoc et de mettre un peu toutes ces informations métiers, fonctionnelles au cœur de votre code. Donc ça, Cyril Martrer, dans ce livre-là ou dans ses confs, c'est plutôt il est plutôt partie prenante de cette chose. Et donc, pour vous expliquer un peu comment ça peut se faire, il propose de créer une annotation custom, par exemple une annotation @glossaire, qui prendrait, que vous pourrez mettre sur un peu n'importe quelle classe, mais bien sûr des classes métiers, quoi, sur vos entités métiers. Typiquement, nous, on aurait bien un billet, une classe billet dans notre base code. Et donc, vous allez faire @glossaire, vous expliquez vraiment d'un terme métier exactement ce que c'est, et vous allez utiliser des outils statiques, d'analyse statique, qui vont récupérer toutes ces informations, et ça va vous générer un glossaire pour pas grand-chose. Et vous n'avez qu'un seul truc à maintenir, c'est cette fameuse annotation au cœur de votre code. Donc voilà, donc c'est très succinct ce que je dis, parce que son livre, il est quand même assez balèze, mais c'est l'idée. Donc un petit récap de ce qu'on vient de faire. Sur les 12 parties d'Arc42, on en a quand même généré la moitié. Alors je mens un peu parce qu'il faut quand même s'écrire le gros DSL Structurizer. Mais une fois que vous l'avez écrit, vous allez pouvoir générer tout un tas de trucs. Ça peut se faire de manière incrémentale. Souvent on me dit ok mais c'est bien, mais du coup ça paraît lourd, est-ce que tu peux il faut combien de temps pour faire ça, etc. Déjà, je suis sûr que vous avez tout un tas de documentation qui est déjà présente sur votre projet. Là, l'idée, c'est de les mettre dans les bonnes parties. Et ensuite, ça se fait de manière incrémentale. Si vous n'avez pas d'ADR, vous allez commencer à les écrire petit à petit. Le glossaire, c'est pareil. Peut-être que ça traîne sur une partie du Confluence. Il suffit de le récupérer. Voilà. Donc voilà. Et donc, il ne reste plus qu'à distribuer votre doc. Donc, comme je vous l'ai dit, les sites statiques, vous pouvez les héberger sur des GitHub Pages ou autres. Et ensuite faire des liens depuis Arc42, mais ce qu'il faut bien garder encore une fois en tête, c'est que c'est de la skidoc, et donc vous allez pouvoir derrière le fournir en PDF à votre client s'il veut, nous on utilise beaucoup, alors encore une fois je fais du Java, mais le plugin Maven Publisher Confluence, qui publie tout ça dans un Confluence, voilà, enfin c'est de la skidoc, donc vous faites ce que vous voulez, quoi. Et donc là on était sur de la documentation très technique. Si vous posez des questions sur votre documentation qui est plutôt orientée utilisateur, donc si vous développez un framework pour une partie de votre boîte, ou vraiment que c'est votre business, ou un produit utilisé par des clients, il y a un framework qui existe qui s'appelle Diataxis. Diataxis, donc en gros, il y a 4 parties dans Diataxis. Il y a la partie tutoriaux qui a pour vocation d'apprendre à la personne qui est en train de lire votre doc. Les how-to qui ont vraiment c'est orienté tâche, genre ok, il faut voilà comment faire ceci avec mon application ou avec ma librairie. Et ensuite la partie understanding, pour vraiment comprendre comment fonctionne votre logiciel à l'intérieur, votre système. Et enfin la partie référence. Donc là, c'est là où vous allez être vraiment très exhaustif. Vous allez retrouver votre documentation d'API, par exemple, qui est très exhaustive. Vous allez retrouver là-dedans. Donc là, vous voyez, Arc42, ça mange un peu les deux parties du dessous. Ça peut s'y apparenter un peu. Donc ça, c'est assez utilisé. Moi, j'ai découvert quand Quarkus, ils ont refacto leur doc en passant de la 2 à la 3, enfin Quarkus 2 vers Quarkus 3 à peu près. Ils ont refacto, ils sont passés sur du Diataxis. Et en fait,
maintenant que je dis ça, peut-être que quand vous parcourez une doc, vous allez vous dire ah ouais, mais en fait, on retrouve toujours les tutoriaux, les how-to, les concepts de référence, enfin les concepts et la documentation de référence. Peut-être que vous verrez ça maintenant sur vos quand vous parcourez les docs. Donc conclusion, je vais terminer sur les autres bénéfices d'utiliser un template. Donc déjà, c'est d'avoir de l'homogénéité. Donc là, ok, vous allez le mettre en place sur votre projet potentiellement. Mais si vous décidez de mettre en place sur un autre projet, puis on va parler à votre collègue qui le met aussi en place, en fait, les développeurs, quand ils vont arriver, ou n'importe qui, les tech leads, etc., quand vous allez arriver sur un projet, bah ok, c'est du ARC42, je sais où trouver les informations parce que c'est structuré de la même manière. Donc plus vous allez l'utiliser sur vos projets, et plus ça va être, vous allez avoir du gain sur en tout cas, retrouver les informations au même endroit. C'est aussi un guide. Donc ARC42, là vraiment, on a fait qu'effleurer. Hein. Je vous ai dit au tout début, il y a 12 parties en ASCII doc. Là, on a fait vraiment qu'effleurer ce qu'il propose de documenter. Il y a énormément de choses. Je vous invite à aller voir. Donc c'est un guide. Ça permet de ne pas oublier certaines parties. Souvent, on se dit ok, vas-y, fais de la doc. C'est un peu le syndrome de la page blanche. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à documenter ? Faut documenter quoi ? Bon bah là, il suffit de lire le template et ça va vous poser des questions et ça va vous donner des idées aussi. Vous dire ah mais ça on l'a, ça ce truc-là on l'a à peu près là. Donc vous allez tout remettre au même endroit et voilà. Et donc bien sûr éviter de la charge mentale sur tout ça. Bon en tout cas, j'espère vous avoir donné envie d'essayer le template. Merci à tous. Je mets 2 QR codes. Donc vous retrouverez mon GitHub avec toutes les informations que j'ai citées, les différents outils, etc. Et à côté le feedback, open feedback de Basecamp. Donc si vous pouvez m'en laisser un, ce serait super. Et merci à tous. Et il y a du temps pour les questions a priori. Merci beaucoup. J'avais une question sur ARC42 et son adoption au niveau des entreprises. Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui requièrent ça comme standard de doc à livrer, ou est-ce que c'est plutôt un effort du développeur et de la boîte qui développe le soft, mais qui n'est pas motivé par le besoin de répondre à une exigence, quoi. Honnêtement, je sais pas si les boîtes l'utilisent beaucoup. Moi, quand j'étais, donc ça fait 11 ans que je suis chez OnePoint et je m'y suis mis il y a quelques années sur ARC42, mais j'ai découvert par hasard. Alors il y a quand même, en fait, quand tu vas sur, moi en fait j'ai un peu découvert via C4 aussi. Quand vous allez sur le site de C4 Model avec Simon Brown, en fait il y a tout un tas de questions et à un moment il cite ARC42. Donc ça, j'ai découvert comme ça. Quand vous allez sur le site d'ARC42, qui fait un peu peur d'ailleurs, parce que l'interface elle est un peu chelou, mais vous pouvez voir qu'il cite aussi tout un tas de clients. Alors il y a certains trucs, mais vu que c'est des Allemands, je pense que c'est peut-être bien implémenté en Allemagne, implanté en Allemagne, mais honnêtement en France, je sais pas trop. Et ouais non, je saurais pas trop dire. Bonjour. Tu as parlé beaucoup d'outils pour Noco OpenAPI, notamment pour du synchrone. Est-ce que tu connais des outils et qu'est-ce que tu conseilles pour de la synchrone, pour de la doc asynchrone du coup? Comme quoi, par exemple Comme par exemple documenter nos événements, Rabbit, ce genre de choses. Je sais pas. Non, je saurais pas te dire. Non, sur les contraintes d'interface. Alors je sais que, ouais, c'est vrai que j'aurais pu regarder. Je sais que si tu fais du Kafka, par exemple, tu as un système de schéma registry pour un peu imposer un format de message. Donc il y a du Avro, du Protobuf, ce genre de truc. Donc là, pour le coup, ça s'apparente beaucoup à de l'OpenAPI spécification parce que du coup, tu dis, moi, mes messages Kafka, ils doivent être comme ça. Et je pense qu'il doit y avoir des outils. Il y a bien quelqu'un qui a dû créer un outil qui permet d'extraire ces informations pour en faire de l'ASCII doc. Mais honnêtement, après, pour du RabbitMQ et tout, en fait, à partir du moment où, parce qu'en fait, tous les outils que je présente, les informations, en fait, elles sont. Vous avez vu qu'en fait, je vous ai jamais montré de code.
À aucun moment on allait ouvrir le Spring ou le front-end, mais toutes ces informations-là, elles sont déjà présentes dans le code. Et donc, des outils comme RabbitMQ, je suis pas sûr qu'il y ait un système de schema registry ou qui dirait, OK, les formats de messages, c'est comme ça. Mais si tu fais du Kafka et que tu as de l'Avro, par exemple, là, je pense que tu peux récupérer ces informations. Mais bon, voilà, il faut avoir ça, les informations sous la main, quoi. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. Ici. Ah, je vois pas. Ah, ok, pardon. Donc tout d'abord, merci. Et je voudrais savoir si tu sais, avec Structurizer, si il peut gérer l'internationalisation, genre avec des fichiers properties, I18N ou ce genre de choses. Je saurais pas dire. Je sais pas s'il peut. J'aurais tendance à dire non, mais pas encore une fois, il y a bien quelqu'un qui a dû avoir envie. Et honnêtement, je sais pas, mais il faut regarder. Je saurais pas te dire. Désolé. Je me le note. Merci pour la présentation ici. J'ai une question sur. On a parlé de l'intérêt que ça avait sur des projets où on avait déjà beaucoup de documentation, par exemple. Moi, je suis un peu dans le cas inverse. Il n'y a pas assez de documentation. Je connaissais C4 et Structurizer, mais en fait, selon toi, avec ton expérience et le recul sur cet outil, qu'est-ce que tu mettras en avant et quels sont les gains pour toi dans ce cas-là pour essayer pour passer à l'utilisation de ce modèle? Est-ce que tu le recommanderais et qu'est-ce que tu mettrais en avant de C4 et Structurizer? Ou même Arc 42. Ou Arc 42. Bah alors moi je suis un gros fan des diagrammes. Pour moi c'est hyper visuel et moi c'est ce qui me permet de comprendre comment fonctionnent mes différentes briques. Donc de base déjà, avant de connaître ces 4 modèles, j'étais un gros fan des diagrammes. Et Arc 42, en fait le problème avec Structurizer et C4, c'est que ok, t'as des diagrammes mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout et t'as plein d'autres informations qui sont intéressantes et qu'il faut documenter. Par exemple, tu vois, toutes les conventions, c'est quand même quelque chose d'important dans notre métier où toutes les conventions de code, les conventions de comment on gère nos merge requests, nos pull requests, etc., les conventions de commit, tout ça, c'est des choses que tu peux pas générer. À un moment, il faut l'écrire. Et donc, c'est là où Arc 42, vraiment, ce qui te questionne sur beaucoup de choses, et c'est là où moi, j'ai vraiment aimé, c'est qu'il questionne sur beaucoup de choses. Et encore une fois, sans template, tu prends ce que tu veux. Mais à la fin, c'est quand même bien de documenter ne serait-ce que pour les prochains qui prendront la place sur vos projets. Puis c'est un cercle vertueux. Les personnes vont arriver. Ça fait moins de transfert de code. Le transfert de code il est plus court. Tu peux toujours aller dire ok, va voir cette doc, etc. Donc c'est l'intérêt que je trouve dans Arc 42 quand même, c'est que c'est assez exhaustif. Il y a beaucoup d'informations et tu peux y aller petit à petit sans problème, quoi. Et sur Structurizer en particulier, parce que on a forcément un peu de documentation générale, comme tu le disais. Il n'y a pas cette culture encore par projet. Mais par exemple, j'étais intéressé par ce que tu disais sur le fait qu'on pouvait voir, par exemple, assez facilement, si c'était bien documenté, les flux entrants ou les flux sortants sur un composant. Structurizer, c'est vraiment bien. Et pour le coup, c'est pas mal utilisé. Il y a une conf d'un archi de Decathlon. Il l'a faite au DevFest de Lille. Il a fait une conf de 45 minutes sur Structurizer. Et donc, il dit qu'ils utilisent vraiment ça dans pour documenter leur SI, une partie de leur SI, bien sûr. Et tu vois, j'ai même un pote, alors je vais pas citer la boîte, mais c'est une boîte qui fait de la recherche de CV ou ce genre de choses, on va dire. Ils ont aussi, tu vois, à partir du moment où c'est un peu éclaté dans plusieurs, déjà au niveau régional, tu as plusieurs équipes, etc. Le système, il est un peu distribué, mais on va dire géographiquement. Avec Structurizer, ce qui est cool, c'est que, je vous l'ai pas montré, mais bien sûr, on évite d'avoir des fichiers qui sont si longs comme ça, mais vous pouvez faire des inclusions de fichiers. Et donc, vous pouvez dire, ok, tout le monde est responsable de son petit bout du système. Et ensuite, vous mettez tout ça dans votre workspace Structurizer. Et ensuite, via l'outil que je vous ai montré, vous pouvez naviguer dynamiquement dans votre diagramme. C'est ça aussi qui est cool, c'est la partie dynamique de Structurizer. Donc, ça pour le coup, c'est vraiment cool. Encore une fois, Structurizer, c'est quand on commence à y avoir beaucoup de boîtes, quoi. Là, il y a un intérêt. Ça s'est joué à 0 là sur le truc. C'est peut-être fini.
Cool. Bon, merci. Et je serai au stand OnePoint si jamais vous voulez discuter avec moi. On a un stand. Merci.